Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Et sans transition, voici les titres de l'actualité. L'heure est à la fête à Wuhan, des milliers de personnes célèbrent Halloween. La Chine s'approche de son objectif d'éradiquer la pauvreté absolue d'ici 2020. Un des records de l'année pour une entreprise chinoise, le géant de la finance Lufax lève 2 milliards d'euros à Wall Street. Malgré les tabous, les ventes de sex-toys ont explosé en Chine depuis le début de la pandémie. Football, le club de Wuhan se bat pour son maintien en première division du championnat chinois. Un homme drogué crée un embouteillage en jetant de l'argent depuis le 30e étage d'un immeuble. Pour finir ce journal, nous nous rendrons dans la préfecture autonome Yi de Lingshan, dans le sud-ouest de la Chine, l'une des régions les moins développées du pays. Mais nous verrons que la région investit beaucoup dans l'éducation pour que tous les enfants aient accès à l'école. Des pirates, des super-héros et des infirmières zombies, des milliers de personnes ont afflué pour participer jeudi soir à un défilé d'Halloween au parc d'attractions Happy Valley de Wuhan. La vie a bel et bien repris son cours en Chine. Alors que plusieurs pays européens envisagent des mesures de verrouillage au milieu d'une deuxième vague croissante d'infections, la vie revient progressivement à la normale à Wuhan, l'épicentre de la pandémie de coronavirus. Les foules se sont déversées dans un parc d'attractions de Wuhan pour assister à un événement d'Halloween moins d'un an après que la ville chinoise soit devenue tristement célèbre en tant qu'épicentre de la pandémie de coronavirus. Ces vidéos montrent un grand nombre de personnes se rassemblant pour assister à un défilé au parc d'attractions Happy Valley Wuhan jeudi soir avec l'économie chinoise qui revient à la vie. Lors du rassemblement, les visiteurs ne respectaient aucune mesure de distanciation physique ni autre restriction. Certains fêtards ont échangé leurs masques pour des options plus effrayantes. Les gens posaient pour faire des photos ensemble et faisaient la queue pour voir des spectacles d'Halloween. Les visiteurs et les artistes étaient parés de leurs meilleures tenues effrayantes avec beaucoup de super-héros, de geishas et de zombies. Pendant ce temps, une parade de chars comprenait un dragon chinois démoniaque et un bateau pirate fantomatique. Halloween n'est pas traditionnellement célébré comme une fête en Chine, mais il a gagné en popularité au cours des 2 dernières décennies en tant qu'occasion de se déguiser et de s'amuser. La Chine s'est ouverte à l'influence culturelle occidentale. Toujours un costume populaire, les infirmières étaient en force parmi la foule à Wuhan jeudi soir. De nombreuses jeunes femmes ont choisi d'adapter le look pour devenir des infirmières zombies. Ces costumes auraient pu offenser certains visiteurs cette année après qu'au moins 23 travailleurs de la santé chinois soient décédés des suites de la Covid-19, mais beaucoup semblaient ravis de poser avec ces infirmières déguisées. L'année dernière, la chaîne Happy Valley, qui compte 8 parcs à travers la Chine, a organisé des événements sur le thème d'Halloween tous les soirs jusqu'à fin octobre, jusqu'à la mi-novembre. Les spectacles de 2019 comprenaient des maisons hantées, diverses performances et un jeu d'horreur de survie. On ne sait pas si le même éventail d'événements était proposé cette année. En dehors de la saison d'Halloween, le parc populaire propose des montagnes russes, des tasses à thé rotatives et des balançoires entre autres. Les scènes de ce jeudi contrastent fortement avec les images des rues désertes de Wuhan et des hôpitaux surpeuplés qui ont rempli les reportages des médias au cours des premiers mois de l'année, alors que le monde s'efforçait de comprendre le nouveau virus et ses effets. Le tourisme intérieur a connu une reprise inattendue maintenant à Wuhan, une ville de 11 millions d'habitants qui n'a enregistré aucun nouveau cas de transmission communautaire depuis le mois de mai. La Chine s'approche de son objectif d'éradiquer la pauvreté absolue d'ici 2020. Des réformes ont permis à certaines régions chinoises de se développer et pour les habitants d'avoir de meilleures conditions de vie. C'est le cas de la préfecture autonome tibétaine de Garzhou dans le Sichuan, au sud-ouest de la Chine. Notre vie était comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Né dans une famille de serfs en 1935 dans la préfecture autonome tibétaine de Kenze, dans le Sichuan en Chine, Changchun Drolma a appris à faire des gros travaux agricoles à un très jeune âge pour survivre.
La vie était vraiment difficile dans le passé. Nous devions travailler à la ferme tout le temps. Pas de temps libre pour nous. Heureusement, le Parti communiste chinois est venu nous aider. La vie de Changchun Drolma a pris un tournant radical en 1956 lorsque des réformes démocratiques sont arrivées à Kenze. Les réformes démocratiques ont libéré les agriculteurs et les éleveurs, mais les hautes altitudes, le faible taux d'oxygène et les transports médiocres à Kenze sont restés des pierres d'achoppement pour le développement. Viennent ensuite les efforts nationaux de lutte contre la pauvreté de la Chine qui ont entraîné des changements spectaculaires dans des endroits du pays, y compris à Kenze. Nous n'avions pas de route aussi bien construite auparavant. Maintenant, tout est si pratique. Nous pouvons enfin porter de belles chaussures pour marcher dehors. Nous avons maintenant le Wi-Fi dans le village. Nous pouvons acheter beaucoup de choses en ligne, y compris nos vêtements et nos petites voitures pour les enfants. Au cours des 70 dernières années, la Chine n'a cessé de progresser sur la voie de la réduction de la pauvreté. Au total, 850 millions de Chinois sont sortis de la pauvreté, contribuant à plus de 70% à la réduction de la pauvreté dans le monde. Il a continué de déployer des efforts pour atteindre son objectif d'éradiquer la pauvreté absolue d'ici la fin de 2020. Avec la nouvelle politique, nous avons commencé à cultiver des forêts qui sont des puits de carbone cette année. Sur ce terrain, il y a 350 arbres sur un mu de terre. Maintenant, j'ai vendu 155 arbres pour 3 yuan chacun. Cela fait 464 yuan au total. La Chine a exploré diverses nouvelles façons d'améliorer les conditions de vie de sa population. Dans la province du Hebei, dans le nord de la Chine, les habitants vendent des œuvres de découpe de papier via la diffusion en direct. D'une part, nous voulons aider les villages à se tourner vers le commerce électronique comme moyen d'augmenter leurs revenus. D'autre part, nous espérons transmettre notre culture traditionnelle. La Chine a presque gagné sa bataille de plusieurs décennies contre la pauvreté, accumulant de l'expérience pour la campagne mondiale de lutte contre la pauvreté. Je pense que la montée de la Chine au cours des 70 dernières années, passant de l'extrême pauvreté à une grande prospérité au XXIe siècle, en tant que deuxième plus grande économie du monde, est ce que le monde doit examiner et tirer des leçons sur la façon dont différents systèmes peuvent aider un pays ou un peuple pour progresser. Can help a country and a people to progress. Le succès de la Chine dans la réduction de la pauvreté est très important pour le monde entier. Nous tirons les leçons de l'expérience de la Chine. La raison fondamentale de la victoire de la Chine sur la pauvreté est son modèle de développement qui est le socialisme aux caractéristiques chinoises. Cela prouve que le modèle est efficace et que l'avenir se trouve dedans. C'est l'une des plus importantes introductions en bourse de l'année aux États-Unis pour une entreprise chinoise. Le géant chinois de la finance, Lufax, a levé 2 milliards d'euros avant ses débuts vendredi à Wall Street. L'introduction de Lufax intervient dans le cadre d'une acerbe rivalité économique et politique entre la Chine et les États-Unis. Ce contexte a poussé ces derniers mois les firmes technologiques chinoises à se coter sur les places boursières nationales comme Shanghai, Shenzhen ou Hong Kong aux dépens de Wall Street. Selon l'agence d'information financière Bloomberg, Lufax a vendu 175 millions d'actions au prix unitaire de 13,5 $, soit 11,5 €, soit 2,02 milliards d'euros. Fondée en 2011 à Shanghai, Lufax fait partie de dizaines d'audacieuses startups apparues dans le pays en plein boom des services de prêt en ligne entre particuliers, un des nombreux aspects de la fintech, financement et technologie. L'entreprise a cependant été contrainte de repenser ses activités après une reprise en main du secteur par Beijing. Un tour de vis décidé à la suite d'une série de scandales relatifs au crédit à haut risque. Lufax, soutenu par le géant des assurances Ping An, a depuis élargi ses activités à d'autres services financiers ainsi qu'à la gestion de patrimoine. La firme, qui met en relation sur sa plateforme emprunteurs et créanciers potentiels, revendique plus de 13 millions de prêts. Lufax figurait au 4e rang mondial en termes de valorisation pour une jeune entreprise non cotée, à 38 milliards de dollars selon le classement publié en août du groupe Hurun, spécialiste du monde des affaires. Parmi les raisons avancées pour se coter aux États-Unis, Lufax évoque des incertitudes autour de la réglementation en Chine qui régit son activité relativement nouvelle.
L'arrivée de Lufax à Wall Street marque l'une des plus importantes introductions en bourse de l'année aux États-Unis pour une firme chinoise. En août, le constructeur chinois de véhicules électriques, Xpeng, concurrent affiché de Tesla dans son pays, avait levé à la bourse de New York quelques 1,5 milliard de dollars. Sport maintenant avec du football. Directement touché par la pandémie de Covid-19, le club de Wuhan a vécu une saison compliquée. En ce moment, la formation se bat pour son maintien en première division du championnat chinois. Wuhan pourrait bien connaître un nouveau coup dur, une relégation en deuxième division du championnat chinois de football à quelques journées de la fin d'une saison forcément bouleversée par la Covid-19. Pour cet exercice, dont le début a été décalé de février à juillet, l'élite chinoise, qui compte 16 clubs, s'est répartie en deux groupes de 8 équipes basées dans les villes de Suzhou et Dalian où étaient établies des bulles sanitaires. Wuhan Seoul a terminé 5e de son groupe et 6e en cumulé des deux groupes, mais s'est pourtant retrouvé à disputer les playoffs de relégation qui concernent les 4 équipes les moins bien classées de chaque groupe. Une période que le club n'a pas bien commencé en s'inclinant contre Renan Janier, pourtant dernier de sa poule au match aller 1-0, avant de n'obtenir à domicile qu'un match nul 1 partout. Désormais, les joueurs de Wuhan doivent battre Sintao Wondae pour se maintenir. En cas de nouvelle défaite, le club de la métropole de 11 millions d'habitants aura une autre chance de se maintenir avec une confrontation contre le club de Shenzhen ou celui de Chaozhong Everbright. S'il y parvient, il devra alors encore affronter une équipe de deuxième division en barrage de montée-relégation. Alors forcément, pour les membres du club, la situation actuelle n'est pas simple à vivre. Pangli, devenu entraîneur lorsque l'Espagnol José González a été renvoyé le mois dernier après une série de mauvais résultats, explique que le football est de toute façon un sport très stressant. Pour tout joueur, il y a une certaine pression qu'il se batte pour le championnat ou contre la relégation, a-t-il déclaré après le revers face à Renan Janier. Nous allons encourager les joueurs à relâcher cette pression lors du prochain match, a poursuivi le technicien de 45 ans. Pour l'aider dans cette mission maintien, Wuhan a fait appel à une recrue de choix, l'ancien attaquant nigérian de l'Inter Milan et de Newcastle, Obafemi Martins, âgé de 36 ans. Le club compte aussi sur sa star ivoirienne, Jean-Évrard Kouassi, meilleur buteur de l'histoire de Wuhan Seoul. Après l'apparition de la Covid-19 fin 2019, la ville est devenue la première ville au monde à mettre en place un strict confinement. L'équipe, alors en stage en Espagne, y a été bloquée. Cependant, alors que la maladie s'installait en Espagne et que les vols internationaux étaient perturbés, l'effectif et le staff ont peiné à rentrer en Chine. De retour au pays, au mois de mars, le groupe a été contraint à une quarantaine dans le sud du pays avant de pouvoir revenir à Wuhan après 104 jours d'exil. D'abord fêté lors du début de la saison, après une belle victoire 2-0 face à Tsingtao, les joueurs du Wuhan n'ont remporté que 4 matchs depuis. Des résultats inquiétants, alors le moment devient crucial pour la formation locale. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les ventes de jouets sexuels ont grandement augmenté. C'est une tendance qui a été visible dès le début du confinement. En effet, ces objets ont permis par exemple à tous ceux qui se sont retrouvés loin de leur partenaire de pouvoir prendre du plaisir. En Chine, les ventes ont explosé alors que les tabous existent encore. Dès le début du confinement, les sites spécialisés dans la vente de jouets sexuels ont constaté une hausse des ventes. De plus, c'est un phénomène qui s'est fait ressentir un peu partout sur la planète. En revanche, la Chine, déjà connue pour être le berceau de production de ces objets, est l'un des pays où les ventes ont battu tous les records. Selon Stéphie Noël, consultante d'un cabinet de consulting, pour la majorité des acheteurs, c'était la première fois qu'ils achetaient un jouet sexuel. Grâce aux paroles de cette consultante, il est aussi possible d'apprendre que ce sont les femmes qui achètent plus ce genre d'objets que les hommes. Par ailleurs, les ventes de sextoys ont explosé partout dans le monde et c'est notamment le cas en France où de nombreuses personnes ont acheté et testé ces petits jouets pour contrer l'ennui et pour se relaxer. Cependant, les sextoys ne connaissent toujours qu'une popularité en demi-teinte, avec des tabous toujours autant présents. De plus, selon une étude récente menée par une entreprise de sextoys, les hommes se masturberaient 3 fois plus que les femmes, 154 fois par an pour les hommes et seulement 49 fois pour les femmes. Cette enquête révèle aussi que 15% des Français jugent la masturbation féminine comme tabou. A l'inverse, pour un tiers des Français, la masturbation masculine est quant à elle tout à fait banale et normale dans notre société actuelle.
Heureusement, des voix s'élèvent pour essayer d'éveiller les consciences en faveur de la masturbation et du plaisir féminin. Que cela soit en Chine ou en France, l'utilisation des sextoys par les femmes ou par les hommes est toujours aussi tabou, mais aussi de plus en plus fréquente avec la crise sanitaire actuelle qui réduit les contacts humains. C'est exactement pour cette raison que la chanteuse britannique Lily Allen a créé récemment un mouvement intitulé I Masturbate. Cet hashtag a pour but de réunir toutes les femmes afin de casser les tabous autour du plaisir personnel, qu'il soit féminin ou masculin. Ce mouvement féministe lutte pour lever le voile autour de la masturbation féminine. Elle encourage même les femmes à témoigner sur cet hashtag. Dans le sud-ouest de la Chine, à Chongqing, il a plu des billets. Un homme sous l'emprise de la drogue a créé un embouteillage en jetant de l'argent par sa fenêtre. Retour sur cette histoire surprenante. L'expression « jeter l'argent par les fenêtres » n'a jamais été aussi pertinente. Le 17 octobre, un homme en transe, après avoir pris de la drogue, a littéralement jeté de l'argent par sa fenêtre depuis le 30e étage de son immeuble dans la ville de Chongqing, au sud de la Chine. Les billets ont volé dans le ciel jusqu'à atteindre une rue très animée de la ville en bas de l'immeuble, ce qui a provoqué un grand mouvement de foule. De nombreuses personnes se sont arrêtés et sont sortis de leur véhicule pour ramasser l'argent tombé au sol. La circulation a été fortement perturbée par l'incident qui est rapidement remonté aux oreilles de la police. Après avoir repéré l'immeuble d'où provenaient les billets, la police s'est rendue sur place et a trouvé l'homme de 29 ans dans un état second, sous l'emprise de stupéfiants. Et pour cause, ce dernier venait de prendre une importante quantité de méthamphétamine. La police chinoise n'a visiblement pas apprécié l'excès de générosité du jeune homme qui semble avoir balancé une petite fortune depuis sa fenêtre. Ce dernier a été arrêté, notamment pour consommation de drogue, et sera suivi médicalement. L'homme se serait peut-être inspiré d'une femme qui, dans la même ville, avait bloqué la circulation en jetant des billets sur son passage 3 ans plus tôt. Si dans l'affaire récente, la somme éparpillée dans la rue n'a pas été précisée par les médias locaux, la femme, quant à elle, se serait à l'époque délestée de 16 000 yuan, soit 2000 €. La préfecture autonome Yi de Lingshan, dans le sud-ouest de la Chine, est l'une des régions les moins développées du pays. Mais elle investit beaucoup dans l'éducation chaque année pour que tous les enfants pauvres aient un accès à l'éducation. L'école primaire du village de Lire est un exemple. Ici engendre l'espoir d'un avenir meilleur. Un reportage signé CGTN. Au pied de la montagne du village Atulir se trouve l'école primaire du village de Lire. L'établissement, qui sert aussi d'internat, se situe dans la préfecture autonome des Yi du Liangshan, au sud de la province du Sichuan. 家长你好，你好，你好，老师你好，你好，非常感谢接受我们的采访啊。对对对，谢谢谢谢。我们坐了2个小时的路啊到这里，而且感觉路有点危险。对对，这一路上都是悬崖峭壁，非常危险。嗯然后我们学校呢，以前还是更不容易。在2014年以前呢，我们学校的老校是支在这个山顶上。这个山顶上。对，山顶上。然后后来我们县政府统筹安排，在这个山脚下找了一块空地。采取这个集中办学，然后采取这个大寄宿制的模式，让孩子们全部在这里集中，让老师也留得住。现在学生是越来越多。 Avant 2014, l'école était encore au sommet de la montagne à une altitude de 1400 mètres dans le village Atulir. À cette époque, la montagne était peu pratique pour le transport et presque isolée du reste du monde. Une fois l'école déplacée au pied de la montagne, la route a été reliée au monde extérieur, de sorte que le personnel enseignant et l'infrastructure se sont vus améliorés. 在2014年、15年的时候，孩子们的上学路其实还是有一点危险，因为他们那个时候是藤条，需要花费3个多小时。后来2016年10月的时候，我们就开始这个搭建这个钢梯钢梯修好了以后，孩子们快的就是1个半小时。这个钢梯其实就像走楼梯一样。修通了以后呢，我们的光纤、电缆也随着上去，我们的信号塔也建起来了，4G 信号也实现全覆盖。悬崖村与外界的联系，除了路上的联系以外，包括信息网络这一块也跟外界就一下就连接起来了。所以我们也说是2016年的8月到11月这个时间段，也是悬崖村一个自己的一个新时代。
N. Avec l'accès à Internet, l'école est davantage connectée au monde extérieur. L'infrastructure s'améliore également de jour en jour. 我们现在正在修建一栋学生宿舍和学生食堂，这是我们中央拨改资金的一个计划里边的两栋楼，现在马上已经竣工了。目前我们这个宿舍的容纳孩子人数是550人到600人左右。 Les enfants restent à l'école et ne rentrent à la maison que pendant les vacances d'hiver et d'été, ainsi qu'au nouvel an de la minorité I. Cela évite non seulement de parcourir le dangereux chemin vers l'école, mais permet également aux enfants d'enrichir leur vie extrascolaire. 学生就从130多发展到500多个人，老师也从只有2、3个老师，现在我们学校差不多有20多个老师。 En plus des enseignants, des élèves de collège viennent régulièrement prêter main forte. Venant de différents endroits de la Chine, ils ont tous un objectif, l'éducation pour sortir de la pauvreté. 对他们比较好学，也真的很认真、淳朴，比很多大城市里面的孩子求知欲望要强一些。他们想走出大山的欲望很强烈。 希望我教过的孩子，他能够以后自食其力，能找到一份自己的工作。就算不能找到自己的工作，我也希望他去学习一些技能。 在脱贫攻坚的这个道路上，教育才是最根本的出路。我们现在在学校里边的这一些孩子，未来他们发展成什么样子，未来他们的命运可能就是整个村庄的命运。 Et c'est déjà la fin de votre journal. Merci pour votre fidélité. Pour nous retrouver, ça se passe sur www.mandarintv.fr. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée ou une excellente journée sur Mandarin TV.